eau pluviale, ruissellement et compétences des collectivités. Vous le savez, la compétence GEMAPI, il y a la prévention des inondations, il y a les cours d'eau, oui, mais quand commence-t-on à être dans un cours d'eau intermittent, pas intermittent, cours d'eau méditerranéen, pas méditerranéen, on est déjà sur des choses assez complexes. Et dans la liste des compétences de l'item de la GEMAPI, donc L211-7 du Code de l'environnement, l'item 4 sur le ruissellement ne fait pas partie des compétences qu'il est obligatoire de transférer aux intercommunalités, puis ensuite à des syndicats mixtes, EPAGE, EPTB ou autres. En revanche, une fois qu'il y a du ruissellement rural ou un excès d'eau au niveau du pluvial urbain, on va se retrouver avec une vraie compétence GEMAPI quand je commence à avoir l'eau qui arrive dans des cours d'eau ou qu'on sera en prévention des inondations. Frontière complexe. Et puis un lien très fort avec l'imperméabilisation des sols, qui lui-même est en lien direct avec à la fois des compétences d'urbanisme et aussi avec les pratiques culturelles, agricoles. Et puis bien sûr, il y a la compétence sur la GEPU, les eaux pluviales urbaines, et puis plus largement un lien avec l'organisation de sa voirie, qui est une compétence plus que connexe avec la GEPU, etc., etc. Sauf qu'en pratique, ces questions s'entremêlent. On a énormément, nous, dans notre cabinet, travaillé sur des territoires où on a un continuum entre ce qui sera le résultat des pratiques agricoles, notamment pour les questions de coulée de boue, pour que les sols soient désimperméabilisés, là aussi, ou enherbés, pas forcément par exemple entre des vignes, mais ça peut être sur le bord, ça peut être des politiques de murets, ce peuvent être des remises de haies bocagères, comme ça a été beaucoup fait par exemple dans le sud Finistère. Et puis derrière, on aura un lien avec ce que seront les politiques en matière de voirie et de fossés, puis avec les compétences urbaines, avec la GEPU, mais aussi la désimperméabilisation des sols, etc., etc. Donc comment mettre tout le monde autour de la table pour gérer ce qui peuvent être sinon des sérieux problèmes, des sérieuses difficultés. J'ai voulu faire appel sur ceci d'abord à mon frère associé qui connaît ça 1000 fois mieux que moi, qui travaille surtout là-dessus au quotidien, et à un de nos partenaires dont on a vraiment apprécié le côté très opérationnel du travail. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Première question pour vous, Bruno. On a un phénomène global, d'accord, mais qui ne correspond pas au découpage juridique. Je viens de le dire. Et pourtant, c'est à traiter dans sa globalité. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, la vraie difficulté qu'on a avec ce genre d'études, c'est que c'est un continuum. Vous avez la goutte d'eau qui arrive au niveau du sol. Elle est indifféremment sur une zone agricole ou une zone urbaine. Et en fait, tout l'ensemble s'enchaîne. Vous avez un ruissellement qui prend naissance dans les zones agricoles, qui après va être capté par des chemins, des routes, qui elles-mêmes sont gérées, par exemple, pour les fossés de voirie, par des aménagements qui relèvent d'autres collectivités, qui débouchent après dans les zones urbaines, qui elles-mêmes, in fine, peuvent éventuellement déboucher dans un cours d'eau qui est l'exutoire final. Et la vraie difficulté, c'est effectivement ce continuum dans la partie à la fois réglementaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a exactement le même problème pour la partie modélisation, puisqu'on n'a pas les mêmes outils pour faire les différentes parties du phénomène. Et cette diversité se retrouve dans la diversité des interlocuteurs, qui sont compétents en voirie, GEPU, GEMAPI. C'est bien ça ? Exactement. Et on peut même avoir des interlocuteurs qui ne sont pas du tout des interlocuteurs publics. Je pense notamment au monde agricole. Mais quelles sont alors les manières concrètes de travailler ? Moi, j'ai le souvenir de travaux fructueux, par exemple en zone de Champagne où on mettait tout le monde autour d'une table. Mais bon, c'est un gros défi quand même. Alors, généralement, nous, on essaye, dans le cadre de nos études, d'intégrer dès l'amont à la fois les acteurs, c'est-à-dire les élus, d'un côté, et ce que j'appelle les autres partenaires, que ce soit le monde agricole ou le monde viticole, mais également les riverains. Parce que parfois, on est amené à proposer des solutions qui passent chez des particuliers. Et comme la frontière juridique n'existe pas pour l'eau, on est obligé d'avoir cette continuité d'acteurs. Donc nous, on préconise, dans un premier temps, un premier travail d'élaboration d'une première version, je dirais le schéma, le premier jet d'un schéma d'aménagement. Et ensuite, avant même d'aller plus loin, d'avoir un travail de concertation et d'échange. Mais ça peut être relativement long et complexe. Et est-ce qu'il y a de fortes différences
techniques selon les territoires en ce domaine. Elle est liée à la fois aux pratiques culturelles et aux différentes techniques qui peuvent être légèrement différentes selon les emplacements, les régions. Je pense notamment dans le sud de la France où on aura plus de vergers. Le milieu un peu plus tropical, bon, on a des caractéristiques pluviométriques qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc on est obligé d'intégrer à la fois les caractéristiques, je dirais, du climat qui touche le territoire que l'on va expertiser, mais également l'adaptation de l'homme au niveau des pratiques culturelles et agronomiques de manière générale sur ce territoire-là. Donc oui, il y a des différences en termes d'impact, mais aussi en termes de solutions qu'on peut apporter. Puisque dans les solutions qu'on apporte, il faut que les solutions soient viables sur le territoire et acceptées par les gens du territoire. Et il y a un volet lié aux pratiques culturelles, un volet voirie, écoulement pluviaux, GPU, GEMAPI, cours d'eau, même intermittent, c'est bien ça? C'est une combinaison de l'ensemble. Et chacun va mutuellement se renforcer de l'amont vers l'aval, en fait, du niveau du ruissellement. Et inversement, si on a des problématiques d'érosion, on va plutôt travailler de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger l'aménagement le plus en aval du risque d'envasement, parce que c'est ça le principal problème au niveau de l'érosion, c'est pas la perte en terre qui aujourd'hui n'est pas une vraie problématique agronomique, mais par contre l'impact de cette exportation de sédiments vers l'aval qui va détériorer tous les aménagements urbains ou périurbains et voire même après dans les cours d'eau sur la qualité de l'eau. Oui, enfin, sauf que ça impose de réunir des personnes qui ont des compétences très bigarrées. Comment fais-tu concrètement? Déjà, pour se focaliser au niveau des opérateurs de premier rang qui aujourd'hui sont souvent quand même au niveau des EPCI ou des structures GEMAPiennes. Souvent, on est trop étroit, effectivement, à travers la compétence. Quand on commence ce genre d'études, il est intéressant de commencer d'abord par l'explication technique, expliquer que la petite goutte d'eau, comme l'a rappelé Bruno, ne connaît pas les frontières juridiques, est un aspect important. Et ensuite, expliquer effectivement ce décalage qu'il y a, puisqu'effectivement, je vais impliquer potentiellement un acteur compétent en matière de voirie, je vais impliquer potentiellement un acteur GEMAPien, parce que l'enjeu du ruissellement, a priori, n'est pas GEMAPien, je vais revenir dessus, les eaux pluviales urbaines, voire même l'assainissement en présence de réseaux unitaires, etc., etc. Et puis parfois, on va se rendre compte qu'on n'est pas sur un enjeu qui est dans une compétence qui existe, puisqu'en fait, c'est parfois un enjeu de ruissellement qui va impacter parfois juste des riverains entre eux, sans passer par des espaces publics, ce qui pose encore d'autres difficultés, puisque techniquement, à part des pouvoirs de police, on n'est pas censé intervenir véritablement en la matière. Je peux rajouter une dimension autour du zonage, qui, elle, pose aussi d'autres problématiques de savoir qui élabore le zonage et quand j'intègre dans l'urbanisme. Donc, première chose, d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est pour certains GEMAPiens de se dire, je vais prendre une compétence plus large. Et il y a eu plusieurs vagues. Première vague, vision très stricte en silo de la GEMAPI, et souvent on dit, ah non, non, si vous voulez intervenir un peu sur du ruissellement, là, il faut prendre de l'item 4, ou plus exactement, des actions qui relèvent de l'item 4, et je m'appuie sur la clause de compétence générale des communes qu'elle transfère à un EPCI, par exemple. Et encore fallait-il bien rédiger la compétence. Là, c'était pour intervenir sur des ruissellements qui n'avaient pas d'effet direct sur la GEMAPI. Mais aujourd'hui, on a un peu décloisonné, hein, et là, c'est que la doctrine, c'est pas, vous ne trouverez pas ça dans un texte, où on voit qu'il y a une plus grande tolérance pour accepter qu'on prenne au titre de la GEMAPI des interventions qui ont été auparavant relevées purement du ruissellement. Dès lors que votre ruissellement va avoir un effet direct, immédiat sur votre enjeu PI, on est sur un enjeu où on peut justifier qu'il faut le maîtriser parce que sinon derrière il y a des incidences lourdes sur la PI, on se retrouve à pouvoir assez facilement aujourd'hui à l'intégrer. Pour autant, parfois votre enjeu, il ne va pas être que GEMAPien, ou parfois je vais avoir des enjeux aussi de subventionnement, et donc du coup, j'aurai parfois un intérêt quand même à me prendre un item supplémentaire dans mes compétences pour pouvoir intervenir. Alors, pour les communautés de communes, ça ne va pas toujours régler, puisque souvent elles n'ont pas la gestion des eaux pluviales urbaines, qui est un autre problème qui va être parfois en interaction. Donc de toute façon, même si aujourd'hui on a une vision un peu plus large de la GEMAPI, et même si je prends un bout de l'item 4 au niveau de la communauté, même là, je serais parfois encore un peu à l'étroit dans ma compétence par rapport à tous ces enjeux-là. Donc à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table, ça c'est clair. Et ce qui arrive souvent à débloquer les esprits, c'est qu'on leur dit, mais arrêtez d'être binaire. Il ne faut pas toujours chercher à savoir si une opération, elle est GEMAPI, pas GEMAPI.
item 4 ou pas item 4, j'ai pu, pas j'ai pu. En réalité, certaines opérations sont des opérations complexes, au sens de complexité des compétences. Et parfois, il faut mettre tout le monde autour de la table et identifier par rapport à une opération, par rapport à une action, par rapport à un ouvrage, une quote-part finalement entre les différentes euh, compétences. Et peut-être que telle opération, elle sert en partie des enjeux purs de ruissellement, mais en forte pluviométrie, on est bien content que ça soit là parce que ça va aussi intervenir pour éviter l'aggravation au niveau de l'enjeu pi, voire même peut-être cet ouvrage-là, il faut le faire parce que ça évite en aval la surcharge de réseau. Et là, c'est une inondation par débordement de réseau, mais en réalité, c'est plutôt de la GPU ou de l'assainissement. Et si on met tout le monde autour de la table et qu'on se met d'accord sur un pourcentage, tout à coup, on arrive beaucoup plus à débloquer la situation parce que souvent, les situations orphelines, c'est quand on se renvoie la balle parce que personne ne veut prendre 100%. Et avec quels outils? Des mentions dans les sages et les SDAG, des conventions pour avec différents cadres juridiques, ou est-ce qu'on a une planification un peu théorique et ensuite chacun agit dans son silo de compétences, ou un petit peu de tout ça ou... C'est clairement un peu tout ça. Les solutions peuvent être aussi bien, faut partir des enjeux à chaque fois, mais peuvent être aussi bien des conventions. Souvent, on a recours à des conventionnements entre les différents acteurs compétents. Parfois, pour réduire un peu le nombre d'acteurs, tout de même, il y a parfois des prises de compétences. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle vague un peu d'études en ce moment sur l'item 4, où des communautés se disent, bon, ou des syndicats, bon, ça y est, j'y vois à peu près clair sur ma compétence GMAPI. On va peut-être s'étendre un petit peu sur d'autres enjeux liés au ruissellement avec l'item 4. Mais même malgré tout, l'enjeu reste pertinent parce qu'ils ont besoin de la réventilation aussi pour savoir ce qui peut être financé via l'attaque GMAPI ou pas, puisque l'attaque GMAPI ne pourra être que sur la partie GMAPienne de l'opération. Mais souvent, oui, c'est plutôt des recours à des conventionnements. On pourrait envisager, dans certains cas, d'être dans des opérations où il y a juste un besoin de coordination, mais souvent, c'est pas suffisant. Ça peut être utile, mais c'est pas suffisant. Mais la convention entre différents acteurs, ça marche très bien entre la communauté pour ces enjeux urbains, par exemple, dans certains cas, je pense à certaines comités d'agglomération, un syndicat GMAPien qui est présent, voire même le département, parce qu'il y a aussi des enjeux parfois sur de la départementale, des choses dans le genre. Ça marche très bien. Et en Champagne, on avait même noué des partenariats avec le tissu agricole. Et là, on a des outils comme des ASA, des choses dans le genre qui peuvent être intéressantes, qui peuvent ressortir pour porter certains ouvrages aussi. Bah, merci à tous les deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci. Au revoir.